Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, pour nous c'est un plaisir de vous servir à travers Environnement Plus, votre média thématique qui a fait son cheval de bataille de travailler sur les questions des ressources naturelles. Alors pour nous c'est toujours un plaisir à chaque fois que nous abordons la question des ressources naturelles. Encore une fois de plus aujourd'hui, nous sommes encore avec vous pour parler cette fois-là de l'exploitation minière face à l'habitat dans la province du Lualaba. Donc, pour parler de cette question, nous avons l'honneur de recevoir Maître Dona Kambola. Il est directeur de l'initiative pour la bonne gouvernance et le droit humain. Alors, c'est une ONG qui travaille dans ce secteur-là. C'est comme ça que nous allons le recevoir pour aborder cette question. Et au cours de cette émission, nous allons aussi essayer de voir avec notre invité sur la question de la délocalisation, relocalisation et installation des communautés locales. Parce que vous le savez bien, la province du Lualaba fait face à ces grands défis. Donc avec notre invité, nous allons essayer d'aborder toutes ces questions-là. Merci encore une fois de plus. C'est un plaisir pour moi de vous entretenir autour de cette question. Sans plus tarder, je m'en vais saluer mon invité, Maître Dona Kambola. Bonjour et bienvenue sur Environnement Plus. Bonjour et surtout je suis très reconnaissant que vous m'ayez reçu sur ce beau plateau de l'Environnement Plus. C'est aussi un honneur pour moi. En tout cas, c'est un plaisir parce que ça n'arrive pas tous les jours, surtout de mettre la main sur un acteur comme vous. Vous êtes vraiment rare à voir. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un plaisir pour pouvoir servir nos téléspectateurs à travers cette question phare, l'exploitation minière face à l'habitat dans la province du Lualaba. D'abord, comment se porte la province du Lualaba? Bon, la province du Lualaba, je vais dire tant bien que mal. Quand vous voulez parler de la ville de Kolwezi comme chef-lieu de la province du Lualaba, comparé à d'autres villes ou agglomérations du pays, on peut se contenter de dire que Kolwezi ça va. Mais si vous devez parler de la province en général, vous allez vous rendre compte que la deuxième ville du Lualaba, qui est la ville de Kassaji, elle est dans les oubliettes. Plus de 3 ans, la population n'a pas accès à l'énergie électrique, mais aussi à l'intérieur de la province, il n'y a pas de route, comme dans la ville de Kolwezi, mais il n'y a pas de route, sauf que ces mal-là, comparés au grand mal à travers les pays, on considère que Kolwezi c'est le moindre mal, et donc je peux me permettre de dire que ça va, Kolwezi. Malgré ces richesses? Oui, Kolwezi c'est la poule aux œufs d'or oubliés. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la contribution des revenus au niveau national, une bonne partie est issue effectivement de l'exploitation du cuivre et du cobalt. Et on dit qu'à Kolwezi il y a beaucoup d'argent, mais c'est enfermé dans les circuits, c'est entre les mains, je voudrais dire, d'une infime partie des Congolais. Mais la pauvreté, elle est là, elle est grande, elle est perspective. Merci Maître de nous brosser un tout petit peu sur les tableaux de la ville de Kolwezi par rapport aux ressources naturelles. Alors revenons à notre question principale, parce que depuis quelques années, quand vous voyagez à Kolwezi, vous vous rendez compte que la ville de Kolwezi est devenue un tout petit peu un chantier. D'un côté, ce sont les maisons qui poussent, de l'autre côté, c'est l'exploitation minière qui fait face à l'habitat. Alors, nous voulons aborder cette question avec vous parce que on sent d'un côté la démographie croissante, la population continue à construire, mais de l'autre, il y a les miniers qui viennent à tout moment chercher comment, on peut appeler ça détruire la ville. Alors, je voudrais bien avant comprendre votre constat par rapport à cette question. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la ville de Kolwezi? Pour parler de la question de l'habitat, il faut déjà la lier au droit au logement.
qui est un droit constitutionnel, un droit de l'homme garanti à tous les Congolais. Il faut faire aussi la distinction entre la question, il faut la distinguer lorsque nous l'analysons du point de vue individuel ou du point de vue collectif. Du point de vue individuel, effectivement, quand vous arrivez à Kolwezi, vous allez constater qu'il y a des grands immeubles qui naissent de par-ci par-là. Et une autre question, à qui appartiennent ces immeubles? C'est généralement aux commerçants, les sujets indiens qui sont en train de louer partout à travers la ville, mais c'est aussi certains politiciens. Donc il n'est pas rare à Kolwezi sur 7 immeubles qui sont construits, qu'on dise que, plutôt sur 10, qu'on dise que 7 appartiennent à tel ou tel autre acteur politique. Mais du point de vue collectif, comme communauté, Kolwezi est tenté de disparaître. Parce que tout est transformé malheureusement en carré minier, plutôt en carrière minière. Et vous avez le centre de Kolwezi qui aujourd'hui est tenté d'être grignoté petit à petit. Quand vous arrivez à Kolwezi, pour ceux-là qui connaissent Kolwezi, l'église méthodiste a même disparu. Aujourd'hui, la clôture de l'entreprise Comus n'est plus cachée. Ce n'est plus derrière la ville, ce n'est pas la Gicane, c'est au centre-ville de Kolwezi. Il y a des bâtiments qui tombent à cause des impacts négatifs de cette entreprise-là. Mais entre-temps, vous avez aussi d'autres quartiers qui disparaissent à cause d'une forme d'exploitation minière artisanale anarchique. Parce que les gens creusent dans leurs maisons, les gens creusent dans leurs parcelles, et partout où on creuse, ce sont les logements qui disparaissent. Donc c'est l'habitat qui est mis en cause. Et donc, pour ma part, du point de vue collectif, Kolwezi est tenté de disparaître à cause de ces désordres du point de vue de l'exploitation minière industrielle et artisanale. Et malheureusement, l'autorité provinciale ne fait rien pour faire respecter nos lois, ou même n'a aucune vision pour ce qui concerne la réinstallation de la ville de Kolwezi. Certes qu'il y a des individus qui sont en train de construire des immeubles, comme je l'ai dit, mais moi, je me refuse de regarder les questions individuelles, de regarder la question du point de vue d'un individu, parce que déjà, même ces individus-là, nous sommes dans la plupart des cas devant les enrichissements illicites, et nous sommes devant les gens qui, en fait, abusent de leur positionnement pour utiliser très mal l'argent qui revient à toute la communauté. Donc, revenant sur le plan collectif, vous allez considérer avec moi que la question d'habitat elle pose problème, parce que par ailleurs, même les projets qui sont développés par le gouvernement provincial mettent en mal les droits au logement. J'ai fait allusion au conflit autour des travaux liés à la modernisation de notre aéroport, qui font que le gouvernement provincial est en train de s'imposer. Quand vous arrivez du côté village Moussompo, vous allez voir que le gouvernement provincial chasse les plus faibles au profit des plus forts, parce que les premiers occupants sont chassés et expulsés de façon vraiment arbitraire, et de l'autre côté, ce sont les immeubles qui naissent, mais à qui appartiennent ces immeubles? C'est aux dirigeants, c'est aux députés, c'est au cadre de l'administration, c'est au cadre de l'administration, je voudrais dire. Et du coup, vous avez cet abus de pouvoir où les acteurs qui nous dirigent aujourd'hui sont en train de chasser les premiers occupants. Ils se donnent des parcelles, ils construisent une maison. De l'autre côté, vous avez même les dimensions de l'aéroport ont été rétrécies. Il y a un contrat entre le gouvernement provincial et la RVA, semble-t-il, mais c'est un contrat qui n'a jamais été publié. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, vous allez voir qu'au même endroit, là où on prétend protéger l'aéroport, naissent des immeubles auxquels vous avez fait allusion. Et tous ces immeubles, ce n'est pas pour un Congolais ou un Kolwezien lambda, c'est pour, malheureusement, ceux-là qui nous dirigent. Mais maître, vous dites que la ville de Kolwezi est en train de disparaître petit à petit suite à l'exploitation minière. Pourtant, c'est bien clair dans la loi congolaise, parce que quand on parle de l'exploitation, il faut d'abord qu'il y ait des études sur le terrain, et ensuite il faut qu'on accorde le permis. Et le permis doit être accordé sur base des études qui ont été faites. Comment on peut donner un permis d'exploitation sur une ville où il y a des habitants? Je suis très content que vous m'ayez posé cette question, parce que ça relaye la question qui a été posée à Madame la Première ministre lors de son passage à Kolwezi. Et sa réponse, c'était que non, le contrat avait été signé avant qu'elle ne prenne le pouvoir, ce qui est vrai. Mais
l'État, il y a les principes de continuité de l'État. Ce qu'il faut dénoncer aujourd'hui, c'est que les permis miniers existent bel avant. Il ne faut pas, par exemple, le permis des commis, c'est un permis qui a toujours existé. Par contre, il y a eu une reprise, la reprise de l'exploitation par rapport à cette carrière-là. Mais ce que je dénonce ici, les études de faisabilité, les études d'impact environnemental, dans la plupart des cas, ce sont des études tronquées qui ne reflètent pas en réalité, qui ne reflètent pas les réalités du terrain. Et même ces études-là, dans la plupart des cas, ça reste des copies collées les unes les autres, parce que ces études-là, déjà la population, dans la plupart des cas, n'est pas consultée. Mais le pouvoir de l'État qui devait faire le suivi pour que les entreprises se conforment à leurs engagements sociaux et environnementaux, je parle d'une zone de non-État, parce qu'il n'existe presque pas de contrôle, il n'existe pas de surveillance. Et les administrations minières qui devaient effectivement faire les gendarmes ou la police du secteur, vous savez comment on nous répète souvent que tout dépend de Kinshasa, parce qu'effectivement l'administration est très politisée. Du coup, ceux qui sont en province sont inféodés et ne mènent pas des initiatives de contrôle et de surveillance. Ça fait partie d'un certain nombre de problèmes. Oui, la loi prévoit par exemple, l'article 279 du Code minier, prévoit par exemple comment doivent être les rapports entre un titulaire minier et les communautés locales ou les autres occupants du sol. Par exemple, la loi prévoit qu'un terrain qui est situé à moins de 1000 mètres d'habitation ne doit pas être exploité, ne peut pas faire l'objet d'une occupation. La loi permet même au gouverneur de province de créer ce qu'on appelle les zones de restriction ou d'interdiction. Mais toi et moi, nous sommes dans les secteurs. Est-ce que vous avez vu le gouverneur du Haut-Katanga, le gouverneur du Lualaba prendre de telles initiatives pour protéger certaines zones, notamment les zones habitées? Malheureusement, ce qui s'est fait, comme je vous le disais, si vous allez à Chipuki aujourd'hui, si vous allez à Chipuki, nous sommes dans le quartier Moussonoy, si vous allez dans le quartier Mutoshi, pour ne citer que ces deux-là, vous allez voir que l'exploitation minière artisanale s'effectue, y compris dans les maisons. Mais maître, revenons un tout petit peu, parce qu'on dit que les ressources minières sont épuisables. S'il faudra qu'une ville comme celle de Kolwezi disparaisse en faveur de l'exploitation minière, je ne sais pas comment vous pouvez... Non, ce qui est inquiétant, c'est qu'au niveau de nos dirigeants, on ne sent pas... Moi, je me suis toujours interrogé, quelle est la vision minière du gouvernement provincial du Lualaba? Quelle est la planification de notre développement? On va construire les échangeurs, on va construire l'aéroport, on va construire des routes. Pour quelle population? Surtout pour quelle ville? Et ce qui est inquiétant, les églises sont malheureusement concernées. Je vous ai parlé de la disparition de l'église méthodiste dans la cité chez Kamine Kolwezi. Et je vous ai parlé de la disparition des immeubles commerciaux au centre de Kolwezi. Et au-delà de ça, vous avez l'exploitation minière artisanale qui se comporte à merveille dans les zones résidentielles, mais tout ça c'est encadré par les autorités, parce que la délocalisation par exemple qui a lieu au centre de Kolwezi, c'est sous la supervision de la commission provinciale de délocalisation. L'exploitation minière artisanale qui se fait dans les zones résidentielles, c'est avec l'assistance de tous les services de l'État, y compris des services informels. Tout le monde perçoit de l'argent, tout le monde se fait de l'argent, et la province va vous dire, nous avons augmenté les recettes de l'artisanat minier. Mais on parle de quel artisanat? On parle de l'artisanat illicite qui se fait partout, par-ci, par-là. Et sur le plan environnemental, il y a même une exploitation qui se fait au Remblai, aux montagnes des rejets miniers, où les gens vont ramasser à main nue. Et quand vous arrivez, vous trouvez à côté, il y a des dépôts d'achat, les comptoirs d'achat. Mais qui autorise la présence de ce comptoir d'achat si ce n'est pas l'autorité provinciale? Donc, les gens sont en train de se faire de l'argent sur, malheureusement, les malheurs des autres. Et une fois de plus, quand j'analyse la question du point de vue collectif, Kolwezi comme communauté, je crois que Kolwezi est en train de perdre plutôt que de gagner. Alors à qui profite l'exploitation minière? Parce que la population... L'exploitation minière profite à quelques-uns des Congolais qui aujourd'hui sont détenteurs du pouvoir.
elle profite aux uns aux autres qui amènent l'argent comme les multinationales. Dans l'artisanat minier, c'est toutes les entités de traitement, c'est tous les dépôts d'achat de minerais qui se retrouvent partout, mais ça ne profite pas réellement à la majorité congolaise, parce que même dans l'artisanat minier, on reconnaît tous que le secteur occupe plusieurs Congolais. Mais ces Congolais sont dans quelle situation, sinon dans la précarité, dans la pauvreté? Parce que quand on parle de la richesse au niveau collectif, vous devez regarder par exemple quel est le taux d'accès de la population à l'eau potable, quel est le taux d'accès à la population à l'énergie électrique, mais quel est le taux d'accès aux infrastructures viables en termes de routes par exemple. Et quand vous arrivez à Kolwezi, ça n'existe pas. Alors vous, en tant qu'acteur de la société civile, travaillez sur la question des droits humains. Est-ce qu'il faudra déjà prendre des dispositions pour délocaliser Kolwezi, le centre-ville de Kolwezi, et chercher un autre endroit avant que les pires n'arrivent? Non, mon frère, ce que je voudrais dire, il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'on est obligé d'exploiter partout? Parce qu'il y a des... Est-ce que la loi elle-même prévoit ce que j'ai appelé les zones d'interdiction? Vous avez bien rappelé que le cobalt et le cuivre sont des minéraux épuisables. Est-ce que nous avons besoin d'exploiter partout au détriment de nos valeurs? Est-ce qu'on doit continuer à exploiter dans nos maisons, comme cela est fait? On doit continuer à exploiter dans les cimetières? On doit sacrifier les champs au profit des activités minières? Aujourd'hui, quand vous êtes dans la zone de terre ferme, vous voyez que même la route nationale, là, on peut la déplacer à tout moment. Et aujourd'hui, quand nous passons presque dans une carrière. Est-ce qu'on est obligé d'exploiter partout? Moi, je dis non. C'est comme ça que je considère, pour répondre à votre question, qu'il est important pour les dirigeants congolais au niveau national et au niveau provincial, de se doter d'une vision minière propre à nous. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre exploitation? Parce qu'aujourd'hui, l'extravisme a atteint seulement son point culminant, que tout ce qui se passe, c'est une exploitation de prédation. Ce n'est pas une exploitation qui permet à l'État congolais, aux Congolais de se développer. Parce que ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'on a une grande production du cuivre et du cobalt, mais la pauvreté va aussi, ne fait qu'augmenter. Et je vous ai dit, quand nous parlons du Lualaba, généralement les gens se limitent à Kolwezi, et pourtant, aller à 12 km de Kolwezi, vous allez sentir qu'il n'y a pas de route à Kolwezi. C'est la capitale, on doit quand même... Il n'y a pas de problème, mais est-ce que le développement, c'est seulement la capitale? Et même la capitale, les bonnes routes de Kolwezi sont dans la zone où vit Madame la gouverneure. Non, oui, pas ça. Mais parce que j'ai l'avantage d'être le seul de Kolwezi. On voit quand même... Ça, c'est ce que vous voyez à la télévision. Allons à Kolwezi, vous allez voir que les routes dans le quartier où vit Madame la gouverneure sont majoritairement asphaltées. Viens là où moi je vis, du côté Golf Eastern, il y a peut-être qu'une seule route qui est asphaltée, et ça a été asphalté en 2016. C'est un chantier. Le travail continue. Je ne sais pas si vous voulez trouver des justificatifs à ce qui est négatif, parce que moi, comme activiste des droits de l'homme et surtout quelqu'un qui travaille pour la gouvernance extractive, je considère que les richesses doivent se partager de façon équitable, et surtout ça doit profiter à la collectivité et non aux individus. Un processus. Parce qu'il n'est même pas autorisé par la loi que les dirigeants utilisent abusivement les moyens et les deniers publics, parce que nous sommes dans un conflit d'intérêts. Parce qu'une bonne planification viserait d'abord le bien-être collectif, viserait par exemple la réalisation des infrastructures qui profitent à la collectivité plutôt que d'asphalter les routes, parce que c'est là que vit monsieur le maire, c'est là que vit madame la gouverneure, alors que quand vous allez à Kastoulé, il n'y a pas de route. Quand vous allez à Kastoulé, les gens n'ont pas d'eau. Quand vous allez à Kassage, les gens n'ont pas d'électricité, il n'y a pas de route à Kassage asphaltée. Vous comprenez un peu mon raisonnement? Ça n'a rien à voir avec quelqu'un. C'est plutôt au niveau de notre collectivité. Aujourd'hui, oui, je sais qu'à Kolwezi, nous sommes l'unique ville avec échangeur, ça n'existe pas au pays, c'est bien. Mais est-ce que c'est une priorité par rapport à d'autres problèmes? C'est comme ça que quand quelqu'un vient de Bujumaï aujourd'hui, quelqu'un vient de Kananga, quelqu'un vient de Kinshasa ou de l'Équateur ou de Kikwit, quand il arrive à Kolwezi, il voit les immeubles, il voit l'échangeur, il dit « Ah, ici au moins, il y a le développement ». Mais le développement, ce n'est pas ça. Le développement, c'est d'abord l'homme au centre de toute action. C'est-à-dire qu'on doit regarder le bien-être de l'homme. Est-ce que la population à Kolwezi, une fois de plus, je le disais, a accès
à l'eau potable? Est-ce que la population de Kolwezi a accès à l'énergie électrique? Est-ce que la population de Kolwezi a des routes? Et quand je parle de la population de Kolwezi, je n'exclus pas la population qui vit dans le Lualaba profond, dans les 5 territoires et dans la ville de Kassaji. Mais maître, quand vous posez la question quand même sur l'accès à l'énergie, il y a, je prends le cas de Boussanga, c'est un grand projet qui est mis en place pour que les habitants de la province du Lualaba puissent avoir quand même de l'électricité. Il a été promis par le chef de l'État lui-même que les histoires devaient changer. C'est-à-dire les investisseurs qui viennent souvent sans argent en poche, lorsqu'ils construisent des hôpitaux ou des universités chez eux, on devait aussi en construire dans le Lualaba, à Kolwezi particulièrement. Mais bon, depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, la centrale hydraulique de Boussanga a été inaugurée par le chef de l'État, mais il n'y a aucun pourcentage de courant qui revient à la population du Lualaba. Je reviens sur le fait que la deuxième ville de Kassaji n'est pas électrifiée. Je reviens sur le fait que à Kolwezi, le taux d'accès à l'énergie électrique, il est moins de, je crois, à moins de 5%. Oui, si vous prenez les agglomérations comme RVA, je les cite, mais qui vit là-bas? Qui vit là-bas? Ce n'est pas parce qu'un député a 2 lignes de courant électrique, quand il y a des stages, il va sur notre ligne, où il a la capacité d'avoir un forage chez lui, qu'on va dire que la population a accès à l'eau. C'est un représentant du peuple. Pour quel résultat, mon frère? Mais pour plaider le cas de la population. En théorie, les députés sont un représentant du peuple, mais en pratique, vous avez vu combien de députés portaient les problèmes de la population dans les débats publics. Vous avez vu combien de députés, je parle de députés et provinciaux et nationaux, et même des conseillers municipaux, prendre les questions des populations, les mettre dans le débat public et influencer le gouvernement provincial. Nous parlions de l'habitat. Il existe au Lualaba un édit provincial qui fixe les modalités d'évaluation des biens, en fait, qui traite de la question de délocalisation. Nous avons au niveau national l'annexe 18 du règlement minier qui dit comment on doit organiser un processus de délocalisation. Mais allez poser aux députés du Lualaba quelle est la loi qui est appliquée par la commission provinciale de délocalisation. Alors, si on a des autorités ou on a des acteurs étatiques qui ne savent pas faire respecter nos lois, c'est comme ça que je vous ai dit. En théorie, oui, les gens sont nos représentants, mais en pratique, ils ne nous représentent pas. Les gens travaillent pour leur hiérarchie politique, les gens travaillent pour leur famille politique, je voudrais dire, et pour eux-mêmes, parce qu'effectivement, quand vous regardez leur train de vie, comparé à nous, la population, on a affaire à des nantis. Maître, avant de passer à la question de la délocalisation et réinstallation des communautés locales, je voudrais aborder un aspect où chaque fois les acteurs politiques se plaignent aussi du fait que vous, acteurs de la société civile, vous êtes trop plaintifs, mais vous ne proposez pas des pistes, des solutions pour sortir des différentes difficultés. Mon cher ami, si les choses sont noires, moi je suis de ceux-là qui respectent ce qui est noir, c'est noir, ce qui est blanc est blanc. On est trop plaintif parce qu'effectivement, on est devant le pouvoir public très indifférent aux problèmes des populations. Si le pouvoir public pouvait tant soit peu écouter les revendications des populations et améliorer la situation des populations, quoi de plus normal qu'on puisse apprécier. Mais vous n'allez pas me demander d'apprécier ce qui n'est pas appréciable et je ne le ferai jamais, il ne faut pas attendre ça de moi. Est-ce que je me plains? Est-ce que je vais encourager les détournements, je vais encourager les conflits d'intérêts, je vais encourager la mauvaise gouvernance, la corruption? Non, je ne vais pas encourager ça. Je préfère plutôt me plaindre et dénoncer officiellement ce qui est négatif, parce que les questions de pollution, les questions d'habitat, c'est la question que vous avez posée, moi je suis peiné de voir qu'un bâtiment au centre-ville de Kolwezi s'écroule à cause des impacts négatifs d'une entreprise minière et l'autorité provinciale est incapable de faire respecter les lois du pays. Ça existe. Ce dont nous parlons, qui ne les connaît pas? Tout le monde les connaît. L'Assemblée provinciale du Lualaba, elle vit où? Elle vit au Lualaba. Regardez, quand vous arrivez au niveau de l'Assemblée provinciale, vous trouverez qu'il y a 4 avenues asphaltées. Et
à 20 mètres de là, toutes les routes ne sont pas asphaltées. C'est un processus, donc vous comprenez. Le travail doit Quand vous allez, continuer. comment ce processus avance vite lorsqu'il s'agit du quartier de Madame la gouverneure et ça n'avance pas lorsqu'il s'agit de Kassoul. Nous parlons d'écologie, nous ne parlons pas des individus. Et donc, moi, le débat, je le place à ce stade-là. Et nos autorités doivent être redevables, ils doivent nous rendre compte qu'ils n'attendent pas que nous puissions leur rendre compte. C'est à eux de nous rendre compte. Vous comprenez un peu la logique. Et ça, c'est une logique républicaine, c'est une logique citoyenne. Je suis désolé s'il y a des flatteurs qui n'acceptent pas ça, mais les lois du pays me montrent que le gouverneur de province, le député, le bourgmestre, le maire de la ville sont redevables vis-à-vis de nous, la population. Et la loi portant fonctionnement et organisation des services publics dit clairement que l'administration publique est au service de l'intérêt général et non au service des intérêts individuels et partisans. Donc, en vous entendant parler, il faudra que la pyramide soit renversée. Ça veut dire, au lieu que les autorités ou ceux-là qui nous dirigent n'asphaltent pas les routes qui vont vers c'est un conflit d'intérêt. Qu'ils asphaltent quand même les artères maintenant vers la population. C'est ça que vous voulez dire? Parce que sur le plan développement, on travaille pour résoudre les problèmes des populations. On ne travaille pas pour résoudre ses propres problèmes. Je comprends qu'on peut faire une route pour faciliter l'accessibilité sur des raisons de sécurité de l'autorité. Mais comment vous expliquez que le plus grand nombre de routes asphaltées au Lualaba sont tous dans les quartiers où vit Madame le gouverneur, alors que d'autres quartiers, la deuxième ville de Lualaba, n'a aucune route asphaltée, les gens n'ont pas accès à l'électricité, mais même à Kolosi, même parce que nous parlons de la ville de Kolosi, il y a des quartiers où les gens n'ont même pas accès à l'eau potable. Il n'y a pas de pot. Il n'y a pas de système d'adduction d'eau. Non, avec ce qu'on voit quand même, maître, est-ce que ce n'est pas accuser beaucoup plus de gouvernement provincial? provincial? Dites-moi ce que vous voyez. Je n'accuse pas le gouvernement provincial, je fais plutôt l'état des lieux de ma province et de ma ville. Je vis à Kolosi, donc je ne vais pas me contenter des images qui sont montrées dans les médias. Je ne vais pas me contenter des commentaires qui sont faits par des communicateurs qui sont effectivement payés pour faire l'apologie même de ce qui est mal, parce que eux, lorsqu'ils sont incapables, lorsqu'ils sont à Kolosi, de parler de quelque chose, de changer de couleur ou de vérité selon qu'ils sont dans tel ou tel forum. Parce que ce qui est criant et commun chez nous les Congolais, c'est que tout le monde est d'accord que la situation ne marche pas. Vous avez entendu le discours du chef de l'État lui-même. Vous avez entendu le premier discours, je crois, à la conférence des gouverneurs, où je crois le représentant des gouverneurs est tenté de dire que sur autant de recommandations, on n'a même pas été capable d'atteindre 30% d'exécution. Bon, là, il est dit là-bas, alors qu'ailleurs, il va vous dire que le chef a bien fait le travail. Vous voyez un peu la contradiction. Eux, ils sont dans la contradiction, mais moi, je ne suis pas dans la contradiction, je préfère être logique avec moi-même. Alors, Maître Donat, abordons la deuxième question qui est aussi primordiale. C'est la question de la délocalisation, la relocalisation et réinstallation de communautés impactées par les projets miniers. C'est vrai, nous entendons parler chaque fois qu'il y a des communautés qui ont été impactées par tel projet, notre communauté est impactée et il faut que cette communauté quitte les lieux et aller s'installer ailleurs. Est-ce qu'on peut savoir aussi un état des lieux, comment ça se passe à Kolosi par rapport à cette question? Bon, je travaille beaucoup sur la question de délocalisation et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit plutôt des expulsions forcées et non des délocalisations telles que prévues par le code minier. Parce que quand vous lisez l'article 281 du code minier, je crois l'avant-dernier point, le code minier pose les principes d'indemnisation, de compensation et de réinstallation préalable avant tout déplacement. Et puis le code minier nous renvoie pour l'exécution de ces dispositions au règlement minier dont l'annexe 18 est une directive nationale qui dit du point de vue processus, du point de vue principe, comment on doit procéder pour déplacer une communauté impactée par les activités minières. Et la loi dit la délocalisation intervient en dernier recours.
Ça signifie qu'il faut d'abord avoir exploré d'autres alternatives et démontrer qu'il est impossible de cohabiter pour arriver à organiser les déplacements, soit économiques ou physiques. Ça, la loi, elle est là. Depuis 2019 ou 2018, nous avons une loi plus ou moins claire là-dessus. Et là-bas, depuis 2017, nous avons une commission provinciale de délocalisation dont le mandat est quand même assez compliqué et même du point de vue conformité à la loi, c'est discutable. Et moi, je pense que le mandat de cette commission devait être revu parce que l'annexe 18 du règlement minier prévoit que un processus de localisation est plutôt supervisé, coordonné par le comité de réinstallation, qui est un comité à la base qui comprend les représentants des populations, les représentants du titulaire des droits miniers, les organisations de la société civile et l'autorité locale. Le gouverneur n'est pas une autorité locale, donc je considère pour ma part que ce qui se passe à Kolwezi en termes de déplacement et de localisation, c'est en violation de la loi et ça consacre beaucoup plus de violations des droits de l'homme parce que déjà sur le plan processuel, les gens ne sont pas consultés. On confond les séances d'information avec les processus de consultation. La loi prévoit que les gens doivent être consultés sur tous les processus. Ceux qui sont impactés par les projets. Oui, mais les gens ne sont pas consultés. Les gens subissent. Par exemple, la loi prévoit que la perte d'un logement, la perte d'une terre arable, la perte des infrastructures communautaires ne peut être compensée que par la mise à disposition de nouveaux logements, de nouvelles terres et de nouvelles infrastructures. Mais allez voir à Kolwezi, effectivement, parce que vous m'avez posé la question, comment on réinstalle les gens. Il n'y a aucun plan de réinstallation. On parle effectivement de la délocalisation, mais il n'y a aucun plan de réinstallation et je l'ai dénoncé d'entame de cette émission que ce qui se passe, pour preuve d'ailleurs, partout où la commission provinciale de localisation intervient, il y a des problèmes. Vous avez suivi les problèmes dans la construction des TFM avec les villages Manomapia, avec les villages Kabombwe. Vous avez vu les conflits autour de Boussanga avec la disparition de 3 villages et la confusion autour de la délocalisation au village Tchaboula, ça fait 3 ans. C'est émaillé tellement de corruption, émaillé de conflits d'intérêts, émaillé même de trafic d'influence, si bien que je suis surpris de voir la commission provinciale de localisation indifférente vis-à-vis de ces problèmes. Parce que c'est une commission provinciale, je salue la volonté de l'autorité à vouloir avoir un regard sur ce qui se passe, mais ce regard-là devait avoir comme conséquence le respect de la loi. Mais vous avez une commission qui travaille, mais la loi n'est pas respectée, les populations continuent à pleurer. Et moi, dans le cadre du travail que j'ai fait, j'ai publié au moins 3 rapports sur les sujets. J'ai même posé la question à travers une pétition à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba pour qu'il nous dise quel est le rôle de l'organe délibérant dans les procédures de délocalisation. Parce que, à ce que je sache, il existe une commission, une cellule de délocalisation au sein de l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale est partie prenante dans ce qui se passe. Même l'édit provincial, l'Assemblée provinciale est incapable de les faire respecter. Jamais j'ai entendu l'Assemblée provinciale interpeller le gouvernement provincial pour les questions de délocalisation. Et malheureusement, ce qui se passe du côté RVA dans le conflit en rapport avec les travaux de l'aéroport constitue une mauvaise illustration vis-à-vis des entreprises. Le gouvernement provincial est tenté de s'imposer en violation même de loi du pays, notamment sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et j'ai posé dans une pétition aussi au gouverneur de province qu'elle nous dise ce qui se passe au niveau de la RVA. Est-ce une expropriation pour cause d'utilité publique ou simplement une opération de remplacer les plus faibles par les plus forts qui sont les dirigeants. Donc vous comprenez que la question d'habitat, la question de délocalisation, c'est vraiment une menace vis-à-vis du droit au logement. Maître, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre entretien parce que vous évoquez la question de cette commission que vous estimez qui n'est pas en harmonie avec la loi. Mais la mise en place de cette commission, moi j'estime que c'est déjà un bon départ parce qu'il y a
cette volonté manifeste de l'autorité provinciale à pouvoir mettre les communautés impactées par les projets miniers dans les normes, et surtout pour qu'il y ait une délocalisation, installation inhumaine. Nous sommes... Plutôt humaine. Le Congo est un état de droit et on doit s'exercer davantage à se conformer aux lois du pays. Dans l'historique, la commission provinciale d'éducation avait été créée pour gérer les processus de localisation du quartier Kasulo, qui est un dossier d'ailleurs pendant devant la justice. Et à partir du moment où nous avons un code minier très clair sur la question, à partir du moment où nous avons un édit provincial qui fixe le rôle de cette commission, comprenez avec moi que ce que l'autorité provinciale doit faire, c'est se conformer à la loi. Et surtout que même les résultats de cette commission ne sont pas positifs, il est important de revoir la mission de cette commission conformément à l'édit provincial. Mais surtout, je suis d'accord avec vous que je salue l'existence de ces commissions parce que c'est l'expression d'une volonté de la part de l'autorité à vouloir avoir un regard sur ce qui se passe. Cette commission devait être une commission de supervision et de contrôle, pas une commission chargée d'organiser les processus de délocalisation, parce que c'est en violation du code minier qui prévoit déjà quel est l'organe qui doit gérer un processus de délocalisation. Et cet organe, c'est les comités de réinstallation, comme on l'appelle. Et ce comité-là, il est composé, la loi dit comment ce comité est composé. Maintenant, allez voir dans la commission provinciale de délocalisation si les communautés affectées ils sont représentés. Et même nous, la société civile, nous sommes là bien sûr, mais avec quel apport à la fin. Et d'ailleurs, quand vous regardez le fonctionnement de cette commission, c'est l'affaire du ministère des Affaires foncières seul. Il n'y a pas là-dedans d'autres services de l'État comme l'Agence congolaise de l'environnement, comme la division des mines, comme les autres services comme les fonds, je crois, comment on appelle ça, les fonds sociaux. Donc, pour moi, c'est tellement centralisé, c'est tellement politisé, que finalement, lorsqu'on parle de la délocalisation, c'est l'affaire de tel ou tel autre acteur, au lieu malheureusement d'écouter ce que nous disons et d'aller vers la conformité à la loi, on a préféré nous coller des étiquettes et bon, on vit avec, respectons la loi, c'est tout le combat de l'UBGDH parce qu'il n'y a aucun développement en dehors de la loi. Et tout ce que nous faisons, l'homme doit être au centre. Et l'homme, c'est l'homme créé à l'image du bon Dieu. Si vous êtes chrétien, vous comprenez de quoi il s'agit, la dignité de l'homme, elle est sans prix. Alors, maître, avant de terminer, est-ce que vous trouvez quelque part où ça bloque? Parce que si je ne vois pas une entreprise minière qui peut s'opposer à la loi congolaise, qui lui demande, quand il y a un acte de délocalisation, de refuser à donner de l'argent pour que ces gens-là soient délocalisés humainement parlant. Il ne faut pas réduire la délocalisation à l'argent comme ça se fait aujourd'hui où la délocalisation c'est juste une opération de vente ou d'achat de maison. Vous me donnez votre maison, je vous donne l'argent, vous partez. Ce n'est pas ça la délocalisation. Et effectivement, malheureusement, la commission provinciale de délocalisation agit comme un commissionnaire qui met les deux parties, il s'achète, il se paye les prix et puis ça ne tient pas là. Non. Le blocage, c'est effectivement l'indifférence de l'État, l'indifférence des pouvoirs publics à faire respecter nos lois. Les entreprises abusent de la faiblesse de notre gouvernance. Si nous avions une gouvernance, c'est-à-dire les autorités ou les pouvoirs publics qui font respecter nos lois, les entreprises se verraient contraintes à respecter nos lois et se conformer, et l'entreprise qui ne se conforme pas, on la sanctionne. Mais j'ai entendu quelqu'un me dire que non, ce sont nos partenaires. Oui, entre l'entreprise et le peuple. Nous, on est un peuple souverain. C'est nous les souverains primaires. Donc ces autorités-là, nous sommes d'abord redevables à nous, la population. Mais malheureusement, vous avez des gens qui effectivement disent que ce n'est pas toi qui m'as mis ici, c'est le chef qui m'a mis ici et lui, il travaille pour le compte de son chef. Parce que ce qui contraste, c'est que vous avez des autorités les mieux payées au monde, mais pour aucun résultat. Vous avez les autorités... Quel résultat? Vous avez les autorités très indifférentes aux problèmes des populations. À Kolwezi, je suis surpris de voir que quelqu'un qui a demandé, qui a exigé qu'on lui construise une maison, on le laisse
l'entreprise l'enfermait même dans la concession. Je vous ai donné l'exemple de la maison, de l'immeuble commercial qui est tombé au centre de Kolwezi. J'ai suivi à travers les radios locales autant de fois les gens se plaindre que même on ne m'a pas encore indemnisé. J'ai attendu ce soir. Juste le centre-ville de Kolwezi. Il y a juste le centre-ville de Kolwezi. J'ai été en contact avec les comités de propriétaires des immeubles, dont certains sont des anciens élus. Et l'entreprise ne l'avait jamais reçu. Et l'autorité provinciale incapable de le mettre autour d'une table avec l'entreprise. Et les procédures de localisation évoluent. Vous voulez que l'autorité s'implique directement? Il y a une commission. Mais quel est le rôle de la commission provinciale? Non, mais l'autorité, quand je parle de l'autorité provinciale, c'est y compris toutes ces structures. Oui. La commission provinciale dépend directement du gouverneur de province. Si la commission provinciale échoue, qui a échoué? C'est le gouverneur. C'est la commission. Non, mais ce n'est pas la commission, parce que la commission est redevable vis-à-vis du gouverneur, et le gouverneur nous est redevable, nous, la population. En tout cas, Maître Donat, nous sommes infiniment reconnaissants et merci d'avoir accepté surtout de répondre à notre invitation. Surtout, la population a compris qu'il était très important qu'on puisse aborder cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la province du Lualaba. Donc nous avons profité de votre passage ici à Lubumbashi pour pouvoir nous entretenir avec vous autour de l'exploitation minière face à l'habitat ou à la protection de l'habitat à Kolwezi, mais aussi la question de la délocalisation, l'indemnisation, délocalisation et réinstallation des communautés impactées par les différents projets miniers dans la province du Lualaba. Donc ça a été pour nous un grand plaisir de recevoir un acteur de la société civile qui voit noir comme noir, qui voit blanc comme blanc. Donc un grand acteur qui est vraiment impliqué dans la protection des droits humains. Maître Donat Kambola, merci d'avoir été des nôtres. Je vous en prie, surtout je reste disposé à tout moment, donc je pourrai toujours répondre à votre invitation parce que c'est avec plaisir que nous avons réalisé cet entretien. Merci donc à toute l'équipe technique. Dominique Elembo était derrière la caméra. Je dis merci à Cédric Kiyumba pour le montage. Et donc je vous fixe un autre rendez-vous très prochainement. Au revoir.